Bonjour à toutes et tous. Moi, Stéphane Blémus. Je m'intéresse beaucoup depuis 3-4 ans à la problématique de tokenisation et de blockchain, en premier lieu au niveau universitaire, étant en train de finaliser un doctorat de droit privé à la Sorbonne sur le droit de la tokenisation et les premiers projets de réglementation qui touchent notamment au blockchain et aux cryptoactifs. À côté de ça, j'accompagne à temps plein une filiale d'un gros groupe bancaire français qui a développé justement une activité qui est dédiée à ces sujets de tokenisation. Et j'interviens du coup pour le compte d'un cabinet d'avocats qui s'appelle Calexus. Et donc voilà, le sujet de cette intervention qui est sur la finance décentralisée et les DAO. Il y avait aussi dans le titre les dApps, mais je vais essayer d'être le plus possible dans la neutralité technologique, donc de ne pas forcément être segmenté sur un type de protocole blockchain particulier. Et donc les dApps, c'est beaucoup de projets en fait de finance décentralisée ou de différentes applications qui sont basées notamment sur le protocole Ethereum. Et je pense que je vais essayer durant mon intervention d'être un peu cross DLT et de poser un petit peu les questions des opportunités et des risques qui sont liés à ces nouveaux sujets de la finance décentralisée et des DAO. Et ce qui est un peu une gageure, c'est d'essayer de rendre ces sujets le plus ACPR compatibles et en tout cas de poser les questions que ces nouveaux sujets comment ils interpellent à la fois des pure players qui sont moins régulés et qui offrent des nouvelles propositions à leurs clients qui sont adaptés plus facilement à ces nouvelles technologies parce qu'ils sont nativement adaptés à ces problématiques. Comment, en même temps, ces nouvelles technologies et ces nouvelles applications interpellent également des acteurs régulés qui peuvent agir de deux manières, soit pour compte propre, soit pour le compte de leurs clients, qui peuvent être des clients soit institutionnels, soit des clients retail. Et on voit aujourd'hui qu'avec une industrialisation progressive des sujets liés à la tokenisation et aux cryptoactifs, il y a besoin à la fois de développeurs informatiques qui soient formés et qui permettent ces évolutions technologiques. Il y a besoin de clients finaux qui permettent finalement à un marché de se structurer. Et il y a besoin, en fait, et c'est tout le débat aujourd'hui, d'avoir également des acteurs qui agissent au nom et pour le compte de ces acteurs et qui soient des tiers de confiance acceptables au temps de la blockchain et qui soient compatibles avec ces évolutions technologiques et avec la manière dont les rôles traditionnels, que ce soit de la finance ou autre, sont pour certains remis en question et pour d'autres interrogés et doivent évoluer pour justement adapter leur offre à ces nouveaux sujets. Donc, si je viens aux concepts principaux, je pense qu'on ne peut pas se faire l'économie, si on parle de finance décentralisée et de DAO, de revenir à quelques concepts clés qui souvent sont absents des conférences blockchain et qui néanmoins sont des éléments essentiels pour vraiment appréhender l'utilité de ces différents nouveaux services qui peuvent être intéressants théoriquement, mais qui doivent être aussi expliqués dans leur efficience et leurs opportunités potentielles très concrètes. Et donc voilà, si je pars sur le premier concept qui est vraiment la finance décentralisée, vraiment en quelques mots, l'objectif de la finance décentralisée, qui est un concept très large et encore flou, c'est finalement d'avoir des infrastructures, des projets, des protocoles et notamment des services financiers qui soient ouverts à un public large, très souvent en open source et basés sur des protocoles plutôt ouverts et qui permettent d'avoir des services de plus en plus qui font l'économie d'un grand nombre d'intermédiaires et d'autorités centralisées. On verra que dans les faits, ça pose un certain nombre de questions, que ce soit opérationnelles, réglementaires et même financières. Et je pense à la CPR côté réglementaire, les sujets de DAO et de DeFi sont des sujets pour plusieurs années. Donc, c'est bien d'initier le dialogue dès aujourd'hui et demain encore. Et donc, voilà, l'évolution du DeFi, c'est finalement d'avoir un pas supplémentaire dans le peer-to-peer
de passer d'un peer-to-peer qui était entre deux acteurs retail sur des schémas d'échange de vidéos, de photos, de films. Et aujourd'hui, on va voir cette évolution où finalement des actifs de la valeur va être échangé directement de pair à pair. Et donc, il y a un certain nombre de problématiques qui se posent de ce fait. Et donc, si on parle des principales composantes de la DeFi, très vite, voilà, la décentralisation, la désintermédiation, l'open finance, on va expliquer un petit peu ce que ça veut dire très concrètement plutôt qu'un buzzword, et puis la DLT, smart contract, juste après. Si on part sur la DLT, très brièvement, et je pense que c'est quand même essentiel, vraiment, il y a beaucoup de guerres de terminologie pour savoir qu'est-ce que sont ces technologies. Le consensus est finalement de dire qu'il n'y a pas une technologie des registres distribués, il s'agit d'un certain nombre de protocoles et d'infrastructures technologiques qui permettent la création d'un registre de données digitales. Ces données, elles sont validées technologiquement par un certain nombre d'ordinateurs ou d'un réseau qui est connecté en commun. Et ces données, elles sont répliquées, elles sont partagées de façon à donner une information chronologique, synchronisée et, si possible, immuable, qui soit donnée en temps réel aux membres de la chaîne. Et donc, voilà, sur cette notion de DLT, et en droit français, on parle de DEP, donc chaque pays a un peu son acronyme. En France, finalement, le terme retenu pour parler de DLT est le dispositif d'enregistrement électronique partagé, le DEP. Au Luxembourg, c'est le DES, donc le dispositif d'enregistrement électronique sécurisé. En Allemagne, c'est le registre distribué. En Suisse, c'est le registre distribué. Finalement, ces termes recoupent une réalité qui est très similaire, et notamment, il y a une volonté du législateur d'imposer très peu de critères sur la technologie. Finalement, les critères qui ont été imposés, et notamment si on parle du droit français, sont des critères qui ont été imposés aux acteurs qui utilisent la technologie. Avec, comme j'ai parlé tout à l'heure du concept de neutralité technologique, et finalement, c'est un concept qui est phare à la fois de l'utilisation, enfin pas de l'utilisation, mais de la réglementation de la des utilisations de la technologie. Et donc, ce qui a été retenu par le législateur français et qui est en train d'être retenu, même s'il y a des débats, par le législateur européen, c'est finalement à partir de cette neutralité technologique de laisser la place aux acteurs de marché de pouvoir tester des nouveaux services, quelle que soit la technologie, mais par contre de pouvoir justifier l'emploi de ces technologies et notamment de devoir être en conformité avec les règles applicables, quelle que soit la technologie, si possible avec des aménagements, mais d'être compliant. Et un autre élément peut-être sur ce sujet de DLT, souvent il y a un petit peu des guerres de chapelle entre différents types de blockchain. On parle de blockchain publique, de blockchain privée, de blockchain de consortium. Finalement, peut-être qu'il faudrait un petit peu modérer ces guerres de chapelle. Il y a des projets internes à une entreprise qui vont être naturellement des blockchains privées. Il va y avoir des projets qui ont vraiment comme objectif de toucher un très large public et d'être le plus ouverte possible, qui vont naturellement être totalement en open source et qui va être totalement ouverte, avec des problématiques nécessairement en termes de KYC AML, de vérification de l'identité des utilisateurs qui va se poser. Et on voit petit à petit émerger des systèmes un peu hybrides qui reposent foncièrement sur la blockchain publique, sur l'aspect registre de la DLT publique, d'utiliser cet aspect de vérification de l'information en temps réel qui ne dépendent pas d'un tiers, qui puisse être vérifiable à tout moment par un acteur qui est le client final, qui peut vérifier cette information, mais néanmoins d'avoir une protection peut-être de l'information par l'utilisation soit d'un layer de DLT privé pour avoir certaines informations RGPD compatibles ou compatibles avec le secret bancaire ou avec un certain nombre d'éléments qui souhaitent garder une certaine confidentialité sur soit des éléments même de la transaction, soit des différentes parties prenantes de la transaction, afin de ne pas pouvoir retracer ce qui est possible aujourd'hui technologiquement, de retracer à travers des clés privées ou des clés publiques, de retracer un petit peu la chaîne, le maillon d'un acteur qui aurait tel ou tel investissement sur la blockchain et qui pose un certain nombre de questions à long terme. Et donc c'est vrai qu'on voit que à travers l'utilisation des DLT, il va y avoir de plus en plus des hybridations, des projets qui ont des structurations assez innovantes et qui dépassent quelquefois certains duels idéologiques peut-être entre les premiers libertariens et les acteurs très réglementés qui sont petit à petit dépassés.
Alors, l'autre grande thématique, peut-être avant d'aborder la DeFi, c'est le terme fondamental de smart contract qui est utilisé à tort et à travers, et là aussi avec quelquefois des incompréhensions sur le fait que, comme le disait tout à l'heure Hubert de Vauplane, un smart contract, il est ni smart, ni peut-être même fondamentalement un contract. C'est vraiment un code informatique qui permet d'exécuter automatiquement à partir d'événements qui ont été prédéterminés, qui ont été encodés, d'avoir là aussi des conséquences qui ont été encodées de la même façon et qui s'appliquent automatiquement lors de la surveillance de ces événements. Et donc là, pareil que pour la DLT, il n'y a pas encore de définition à proprement parler juridique. Donc il y a eu des possibilités d'utiliser le droit positif pour pouvoir créer des projets, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une incertitude encore sur la façon dont sont réglementés à la fois les DLT, les smart contracts, et on le verra encore plus, la DeFi et les DAO, et donc qui pose des questions entre les définitions qui ont été apposées et qui sont dans cette slide par des ingénieurs informatiques comme Nick Szabo ou autres, qui ont été les pionniers sur cette technologie, qui sont des définitions technologiques et qui ne recoupent pas totalement des définitions plus réglementaires qui, sur les notions telles que celles de contrat, n'ont pas du tout les mêmes éléments qui sont similaires. Et donc voilà, sur ce smart contract, c'était une donnée. Et puis peut-être de revenir aussi sur une des composantes essentielles de la DeFi, qui est le pourquoi du comment de la tokenisation. C'est-à-dire que vraiment, ce qui est fondamental dans la tokenisation et dans les cryptoactifs, c'est vraiment de revenir aux problèmes économiques, technologiques et économiques de la double dépense et de la problématique des généraux byzantins. Finalement, qu'est-ce qui était vraiment fondamental comme problème? Jusqu'à présent, il n'y avait aucun problème pour, de façon de pair à pair, d'échanger des films, des photographies, de la musique, puisque éventuellement, si vous donnez le même élément musical à A et à B, en dehors du producteur musical, éventuellement de l'artiste, ce qui pose des questions au niveau Adopi ou autre de propriété intellectuelle, mais en dehors de ces acteurs économiques, il n'y a pas de conséquence pour le client final du fait qu'un acteur A et un acteur B aient simultanément la même donnée numérique. Par contre, lorsqu'on échange de la valeur, si vous avez uniquement vous 100 euros et que vous le donnez en même temps à deux personnes, là, il y a forcément, à moins d'être magicien, il y a forcément un moment où un des deux acteurs se sent floué. Et donc, c'est vrai que cette problématique a pesé depuis les années 80 sur un bon nombre de projets qui ont essayé, à travers beaucoup de protocoles, de nouveaux services de paiement, à passer ce cap par des solutions cryptographiques, cette problématique de la double dépense, de manière à pouvoir vérifier que lorsqu'une valeur qui est encodée est envoyée d'un acteur A à un acteur B, il n'est pas envoyé de la même façon à un acteur C. Et l'autre problématique qu'il y avait, c'est la problématique de la confiance. Et c'est ça le problème fondamentalement des généraux byzantins. C'est finalement le problème des généraux byzantins, c'est vous prenez le cas d'espèce d'une ville qui doit être assiégée. Des généraux doivent s'envoyer ensemble des informations, mais ils ne savent pas si parmi les informations des autres généraux, certaines ne sont pas viciées ou avec des fraudes. Et donc, comment faire pour vérifier dans un schéma de manque de confiance, comment créer cette confiance par des règles de majorité, par des règles de contrôle qui peuvent être faites de façon mathématique. Et donc voilà, et donc cette capacité qu'a eu la possibilité d'avoir des protocoles DLT, finalement a permis de sécuriser, notamment par des moyens cryptographiques, le fait d'avoir ce transfert de valeur d'un acteur A à un acteur B, potentiellement de pair à pair. Et donc aujourd'hui, le débat de demain, c'est finalement, pour ces échanges-là, comment va s'intermédier, comment va se passer ces échanges sur de la monnaie, sur de l'equity, sur des obligations, sur des parts de fonds. Et c'est ça qu'on va un petit peu interpeller au-delà des grands thèmes sur la possibilité d'aller presque de pair à pair échanger cette valeur sur Internet. Donc voilà, donc dans les principaux cas d'usage qu'on va voir sur la finance décentralisée, le premier d'entre eux, mais qui est finalement un exemple qui n'est pas que dans la DeFi, mais c'est la possibilité de faire du staking. Donc, qu'est-ce que c'est que le staking? En fait, on va utiliser un actif digital qu'on possède. On va l'utiliser pour pouvoir participer à un réseau de gouvernance, notamment lorsque le mode de validation des transactions et le proof of stake et non le proof of work, donc le POS, on va, comme sur certains types de protocoles, comme Tezos ou Cardano, faire du staking pour participer à ce réseau de gouvernance.
Un autre exemple, et qui est très développé, que je vais vraiment ou qui va vraiment poser des questions à la fois au niveau technologique, réglementaire, mais aussi financier, c'est les decentralized exchange, c'est-à-dire la possibilité d'avoir, alors bon, c'est pas des plateformes de négociation au sens de MIF, mais néanmoins, on s'en rapproche très fortement. On est à mi-chemin entre la plateforme de négociation au sens de MIF, c'est-à-dire un marché réglementé, un MTF, un ETF, et la plateforme d'échange de cryptoactifs de la future réglementation MiCA. Et donc là, on a cette possibilité d'avoir différentes parties qui interagissent directement ensemble et qui font interagir des intérêts à la fois acheteurs et vendeurs. Et donc, voilà, est-ce que des interacheteurs et vendeurs peuvent directement se rencontrer sans qu'il y ait presque une responsabilité qui est la personne qui opère cet espace d'intermédiation. Et donc là, on verra qu'il y a beaucoup d'exemples et que suivant les cas d'espèce, ça peut être soit totalement décentralisé, soit partiellement décentralisé. Un autre cas d'espèce qui est très très utilisé, c'est la lending platform. Donc en fait, se pose la question, est-ce que juridiquement c'est un prêt? Mais disons, il y a beaucoup de nouveaux modèles de prêts avec beaucoup de guillemets qui se font grâce à la DeFi, où en fait, ça ne repose pas sur une notion de crédit, mais sur une notion de séquestre. En fait, on va aller directement utiliser un service de DeFi en disant je veux tel montant en cryptoactif. Et en fait, ce qu'on va faire pour pouvoir bénéficier de ce montant qui va nous être alloué, c'est de mettre un certain montant d'un autre cryptoactif qui peut être potentiellement dans l'avenir un CBDC, un stablecoin ou un autre cryptoactif qui peut être une virtual currency ou autre. On va le mettre en séquestre, généralement avec une surcollatéralisation, c'est-à-dire que la protection de celui qui prête va être justement cette surcollatéralisation. Donc le cryptoactif qui va être prêté va être d'une valeur moindre à celui qui va être collatéralisé, qui va être donc mis sous séquestre numérique à travers un compte numérique d'escroc. Et donc, cette possibilité d'emprunt va poser à l'avenir, et c'en est sûr, beaucoup de questions, que ce soit juridiques et réglementaires, évidemment, côté opérationnel et au niveau des fonctionnements des infrastructures de marché, comme on va le voir, mais également en termes de protection d'investisseurs, voilà, sur beaucoup de problématiques, ça va poser des questions. Un autre service qui va être qui est vraiment très développé aujourd'hui, c'est le market making. Vu qu'il y a certains aléas réglementaires par rapport à la définition du service de plateforme de négociation, d'être cet entremetteur qui ne met pas du compte propre pour faire interagir différentes parties, il y a beaucoup d'acteurs qui font le choix inverse, c'est-à-dire de se mettre systématiquement face à leur interlocuteur et d'être systématiquement la contrepartie et d'assurer de la liquidité de ce fait. Et donc, on voit que sur ces services de market making, il va y avoir des nouvelles pratiques qui se font et des nouveaux enjeux de liquidité pour le marché secondaire des cryptoactifs qui va être facilité par ces acteurs qui acceptent de prendre du risque avec des moyens technologiques assez innovants. Il y a des problématiques de fond que j'aborderai assez peu. Et il y a deux autres gros use cases. Il y en a un qui est sur le sujet assurantiel. En fait, comment couvrir des cas rares? Et est-ce que la DeFi ne va pas permettre de couvrir peut-être plus facilement certains cas rares qui pourraient être non couverts aujourd'hui par des assureurs classiques ou par des acteurs de banque assurance et qui pourraient avoir une réponse par des acteurs qui joueraient de la liquidité aujourd'hui sur les cryptoactifs pour assumer éventuellement plus de risques avec des nouveaux services de couverture d'assurance. Et enfin, un dernier service, c'est ce qu'on appelle le yield farming. Et là aussi, qui est une autre source de nouveaux revenus actifs, c'est le fait de pouvoir, là encore, on va revenir à ces séquestres informatiques, le fait de pouvoir mettre sous séquestre, en fait, dans un compte d'escroc, un compte avec 50 guillemets là encore, parce que c'est des comptes totalement numériques, de pouvoir mettre sous escroc en fait des cryptoactifs et le fait de les mettre sous escroc donne la possibilité de bénéficier de fees ou de pouvoir miner de nouveaux cryptoactifs et donc d'avoir une source de rentabilité liée à la détention et à l'escroc de potentiels cryptoactifs. Et donc, ce qu'on va voir, c'est notamment les questions que ça pose, la possibilité d'avoir des plateformes d'interaction et des plateformes de négociation
de cryptoactifs qui utilisent la DeFi très concrètement et je vais apporter là des questions que se posent aujourd'hui beaucoup d'acteurs régulés et sur lesquels toutes les réponses réglementaires ne sont pas apportées. Là, si on prend dans la slide actuelle, on prend à peu près l'état des infras de marché existantes pour des instruments financiers. Donc, on voit qu'un investisseur a rarement une interaction directe avec un autre investisseur et qu'il passe à travers une chaîne d'intervenants qui lui permettent d'avoir une sécurité à la fois sur la négociation, à la fois sur le règlement, mais aussi sur la livraison de l'instrument qui va être acquis et sur aussi la conformité avec les règles pour lesquelles les intermédiaires choisissent de prendre le risque. Et donc, un investisseur, il va classiquement passer par un broker, donc un courtier, qui va agir pour lui et qui va lui permettre d'interagir sur une plateforme de négociation, donc ce qu'on appelle le trading venue en anglais. Et en fait, ensuite, après, une fois que la phase de négociation est réalisée, ensuite, après, il y a tout l'environnement du post-marché qui se met en branle, et donc avec le processus de règlement livraison qui est facilité notamment par les différents acteurs du custody, donc ces acteurs qui permettent aux investisseurs de détenir et d'échanger à la fois le cash et aussi les instruments financiers, et le dépositaire central de titres qui a un rôle assez fondamental pour les instruments financiers listés. Et donc, on voit ce volet-là qui est l'état aujourd'hui, en droit européen, des marchés, des infrastructures de marché. Si on prend aujourd'hui cet état sous la DeFi en essayant de disrupter le plus possible les intervenants de marché, ça donne la slide suivante, où donc on voit que l'objectif des plateformes décentralisées, c'est notamment de baisser le nombre d'intermédiaires, donc d'avoir peut-être moins de fees sur les transactions et donc peut-être plus d'incentives pour les investisseurs à échanger de façon facilitée des cryptoactifs et donc de créer des nouveaux moyens d'échange, des nouveaux pools de liquidités qui soient plus adaptés à ces fonctionnements nativement digitaux des cryptoactifs. Et donc, on voit ce qu'on va voir maintenant, qu'il y a beaucoup de modèles qui peuvent être envisagés pour arriver à la création de ces échanges décentralisés. Et pour chacun, ça pose beaucoup de questions, ce qu'on verra par la suite. Donc, ce qu'on voit dans la première slide ici, notamment un des gros arbitrages à faire, c'est est-ce que on passe sur un mode totalement décentralisé, c'est-à-dire où on dépasse totalement le recours à un intermédiaire, ou est-ce qu'on est entre guillemets uniquement partiellement décentralisé. Et le graphique que j'ai mis ici résume en fait peut-être la solution la plus décentralisée, peut-être presque intégralement. Et c'est un scénario peut-être à moyen terme qui est très hypothétique, mais qui n'est pas totalement impossible, où donc en fait l'investisseur A, l'investisseur B pourraient interagir ensemble, potentiellement même sans broker. Sur la patte cash qu'on voit avec les flèches les bleues dessous, peut-être même qu'il y aurait un accès direct à terme des investisseurs à la Banque centrale, avec tout le débat aujourd'hui sur la digitalisation de la Banque centrale, de la monnaie Banque centrale, de savoir quel sera demain le rôle de la monnaie Banque centrale. Est-ce que l'investisseur qui voudra acheter des biens ou pouvoir faire du trading sur des cryptoactifs pourra le faire directement en utilisant un compte auprès de la Banque centrale, ce qui est envisagé de ce graphique-là, ou est-ce qu'il repassera par un modèle plus traditionnel bancaire? Aujourd'hui, il y a une incertitude parce qu'on ne sait pas exactement quels seront les arbitrages qui seront co-discutés entre la Banque centrale qui est souveraine et aussi en discussion avec les acteurs privés, vu que vraisemblablement la Banque centrale ne voudra pas peut-être avoir toute la lourdeur des contrôles anti-blanchiment et des liens clients, d'avoir elle-même des millions de clients chez elle, avec une problématique de gestion de cette clientèle qui est pas forcément le rôle naturel de la Banque centrale, mais néanmoins, voilà, technologiquement, il y aurait une possibilité pour le faire, et il y aurait une possibilité aussi pour avoir, alors avec un setup contractuel qui serait très compliqué à avoir, mais d'avoir peut-être un matching automatique des volontés entre une partie A et une partie B, qui pourrait se faire directement par smart contract et qui pourrait directement être facilité potentiellement sans même de conservateur, puisque les titres financiers pourraient être détenus sur des comptes d'escrocs entre guillemets, qui pourraient donc être gelés le temps de la confirmation du matching et de la livraison contre paiement, et donc qui permettrait d'avoir une possibilité d'échange direct entre des acteurs complètement décentralisés.
ce qu'on va voir dans les autres slides, c'est que finalement, il y a beaucoup de questions réglementaires opérationnelles qui peut-être empêcheront ce setup-là. Là, je pose la question dans cette slide de savoir est-ce qu'il y aura ou pas des intermédiaires qui agiront pour les investisseurs? C'est-à-dire, est-ce que les investisseurs auront vraiment le temps, l'énergie et la volonté d'interagir directement, hormis des gros retail qui pourraient peut-être à terme avoir un intérêt à avoir des branchements directement sur des plateformes de négociation, ce qui est un peu envisagé par le règlement européen sur le régime pilote, qui pourrait envisager certaines exemptions qui pourraient permettre à des particuliers et donc pas seulement à des personnes morales d'être directement des participants à des plateformes de négociation, voire même à des dépositaires centraux de titres, donc qui font ce règlement livraison des instruments financiers. Et donc, est-ce que l'investisseur va vouloir ce contact direct ou est-ce qu'il voudra néanmoins avoir la sécurité d'un acteur deep pocket qui pourra répondre quand même de ses actes, qui pourra agir pour son compte et qui sera redevable à terme de son action pour le client et aussi des interactions qui pourraient se faire plus traditionnellement avec la banque centrale où là, les process habituels sont plutôt de passer par des comptes auprès d'une banque centrale par des acteurs intermédiaires. Et donc voilà, il y a une grande incertitude demain sur les marchés, sur cryptoactifs, quels qu'ils soient, que ce soit des cryptocurrencies ou alors des security tokens, de voir vraiment quel sera le setup qui sera envisagé. Le setup sera sûrement différent suivant le type de cryptoactif dont il est question. Et là, sans entrer trop dans les détails, c'est vrai que la question sera peut-être différente pour des cryptoactifs, entre guillemets, de premier layer, c'est-à-dire ceux qui existent directement sur la première couche du protocole, par exemple, comme le Bitcoin ou l'Ether, sur lequel il est peut-être plus difficile d'encoder certaines règles que des cryptoactifs de seconde couche, notamment la plus grande partie des security tokens, qui sont des cryptoactifs de seconde couche, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le protocole qui est sous-jacent, qui est la première couche, et ensuite, il y a des smart contracts qui sont initiés à partir de ce protocole, qui créent un actif, qui est donc la grande majeure partie aujourd'hui des security tokens qui sont créés. Et en créant ce smart contract, on peut encoder un certain nombre de rôles, un certain nombre d'éléments relatifs à cet instrument qui sont assez pertinents et qui permettent plus peut-être d'avoir une intermédiation que les instruments directement liés au protocole même. Donc voilà, cette question de l'intermédiaire qui va être fondamentale demain et notamment pour la CPR pour savoir qui est régulé, quels sont les prestataires. Par exemple, il y a des problématiques essentielles pour la CPR comme le PS2E, c'est-à-dire quels sont les prestataires de services essentiels externalisés. Et dans la DeFi actuellement, c'est très compliqué d'avoir peut-être un PS2E. Peut-être contractuellement, il est possible d'avoir des solutions, mais c'est quand même plus compliqué que pour des sujets traditionnels. Et un autre sujet qui est là aussi, comme je parlais tout à l'heure de sujets banque centrale, il y a un sujet là aussi sur le type de cryptoactifs qui va être utilisé pour assurer le règlement contre livraison, enfin la livraison contre paiement de ces cryptoactifs. Aujourd'hui, c'est vrai que le type d'instrument qui est le plus utilisé pour le règlement de ces opérations est plutôt d'utiliser soit les cryptoactifs les plus utilisés aujourd'hui comme Bitcoin et Ether, mais de plus en plus des stablecoins qui sont donc ces cryptoactifs qui ont comme utilité d'avoir une certaine stabilisation de la valeur dans le temps, qui sont principalement émis soit par des entités privées, soit selon certains process technologiques. Et en fait, ça pose quand même, ces stablecoins, pas mal de questions en termes de risque de contrepartie par rapport à l'émetteur ou de risque par rapport à la vérité de la collatéralisation qui permet la distribution de cet instrument et donc de la valeur in fine de ce stablecoin. Et donc, la question vraiment à long terme va être de savoir est-ce que le dénouement de toutes ces opérations qui vont être permis par la DeFi et au-delà
va être permise par des stablecoins privés, potentiellement demain le Libra, ou alors des établissements de crédit. Il y a le JPM, enfin JP Morgan qui a créé le JPM Coin, même si c'est plutôt pour des problématiques de règlement interne, mais qui demain va, à mon avis, développer cette offre à l'externe. Et donc on va voir un certain nombre de stablecoins qui ne va pas concurrencer la monnaie banque centrale, mais qui va avoir comme rôle peut-être de simplifier le règlement livraison de certaines opérations financières et autres que financières stricto sensu. Ou est-ce que la monnaie sous forme de CBDC, donc en français de monnaie numérique de banque centrale, va arriver à garder son rôle fondamental et qu'il a aujourd'hui de par la réglementation, où finalement le rôle des monnaies hautes que la monnaie banque centrale est vraiment minimisé. Donc, est-ce qu'on va passer à un nouveau modèle où la monnaie privée ou la monnaie banque commerciale ou autre va devenir un peu la référence pour le règlement livraison d'instruments financiers ou autres, ou est-ce que la monnaie va juste changer de forme, s'adapter peut-être à ces nouveaux enjeux et devenir un peu le référent et peut-être damer le pion peut-être à terme au stablecoin. Ça, il y a une grande incertitude sur la concurrence quand même que se jouent aujourd'hui les banques centrales et ces nouveaux types d'émetteurs qui assurent ce règlement livraison. Et donc, voilà, quelques-unes des questions qui vont être posées par ces sujets des DeFi. On va y revenir dans les opportunités risques, où là, on va plus pointer les gains économiques potentiels et puis tous les risques, on va voir pour aujourd'hui assez nombreux, qui se posent du fait de l'utilisation de cette technologie. Et donc, peut-être plus brièvement pour la DeFi, de revenir sur ces sujets de décentralisation en termes d'organisation. Il y a eu un débat depuis 3-4 ans et même au-delà sur le fait, au-delà de digitaliser des actifs, donc on a dit qu'on passait d'actifs non financiers aujourd'hui à de la valeur qui peut être échangée maintenant de façon cryptographiquement sécurisée entre des pairs, mais est-ce qu'aujourd'hui, des règles de gouvernance ou même des organisations peuvent exister directement avec des règles de fonctionnement choisies de pair à pair et qui n'ont pas forcément, entre guillemets, la lourdeur ou en tout cas les modes de gouvernance classiques, soit d'une société, soit d'autres types de gouvernance classiques d'organisation humaine telles que connues aujourd'hui. Et le cadre principal qui a posé débat, notamment il y a quelques années à travers une grande jurisprudence de la SEC, c'était le cadre du DAO, de savoir est-ce qu'il y a des organisations qui peuvent être sur un fonctionnement décentralisé, donc qui n'ont pas forcément d'immatriculation, qui ne sont pas forcément connues d'une administration publique et qui néanmoins fonctionnent ensemble avec des règles de gouvernance qui auraient été directement encodées par le voie de smart contract. Et donc, voilà, il y a eu une première tentative qui a levé un certain nombre de fonds et qui a été l'objet d'un piratage qui a amené un certain nombre de questions sur les DAO. C'est The DAO, tout simplement, qui était un projet qui visait à lever des fonds et qui donnait un pouvoir aux investisseurs de pouvoir voter sur un certain nombre de projets qui étaient proposés de façon à les financer. Et donc, ces projets qui avaient pour objet d'être financés étaient proposés aux investisseurs qui pouvaient voter s'ils souhaitaient ou pas que le DAO investisse en leur nom. Et donc, la grande problématique, au niveau de la levée de fonds, il y a eu un certain nombre des Ethers et de la levée de fonds qui ont été récupérés. Voilà, sans entrer dans les détails, le montant finalement qui a été volé a été bien moindre que celui qui aurait pu l'être. Néanmoins, ça a posé une grande question parce que ça devait être le premier grand projet, en plus par quelqu'un qui était très connu sur le marché et qui devait être un peu un jalon de ces nouvelles institutions. Et la faillite de cette institution et l'arrêt de référence auquel il a donné lieu par le régulateur fédéral financier américain a posé un certain nombre de questions par rapport à l'avenir de ces organisations et tout du moins au besoin peut-être de structurer plus efficacement ces nouveaux types d'organisations. Et donc, voilà, dans les conséquences de cette faillite, il y avait ce qu'on avait évoqué auparavant, les incertitudes réglementaires sur les cryptoactifs, mais aussi la façon de pouvoir faire interagir le volet légal avec le volet purement technologique.
Et donc, voilà, il y a eu des propositions qui ont été faites de la DAO, certaines qui ont été faites par Vitalik Buterin ou par d'autres personnalités. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de définition stricto sensu parce qu'il n'y a pas de reconnaissance purement juridique. On peut dire que d'une certaine manière, c'est assez proche d'un nœud de code de smart contract qui interagissent ensemble et qui donnent lieu à une gouvernance qui est acceptée entre des individus. Néanmoins, il y a beaucoup de questions et qui sont notamment juridiques. L'aspect de juridiction, c'est-à-dire s'il n'est pas immatriculé dans un pays auprès de qui il reporte, notamment en termes de problématiques fiscales, de problématiques de contrôle anti-blanchiment, de problématiques de suivi, de supervision permanente ou de contrôle réglementaire. Et donc ça, c'est une problématique qui est assez récurrente. Et donc certains pays, ou en tout cas certains acteurs, ont choisi de trouver des solutions peut-être de mi-chemin. Par exemple, en Suisse, certaines sociétés se sont créées afin d'être une sorte de reflet légal de l'entité DAO qui existerait uniquement par voie de smart contract et qui permettrait de servir de relais entre cette entité digitale totalement distribuée et qui serait reflétée dans les statuts de cette société et qui au moins permettrait d'avoir un point de contact et de discussion à la fois avec le régulateur, avec les différentes autorités publiques. Et donc ça, c'était une problématique de juridiction. Et la problématique aussi, et qui a été déjà abordée, je ne vais pas aller sur la responsabilité. Et puis, il y a la problématique de la démocratie. Là, on revient un petit peu sur les sujets qui ont été évoqués par le passé, sur le modèle de décision démocratique. Et là, on revient aussi, est-ce que le vote des whales n'a pas une indépendance trop forte? Donc voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais bon, je laisserai peut-être l'espace aux questions parce qu'il y a encore pas mal de choses à aborder dans les 5 dernières minutes. Donc peut-être sur les opportunités et risques par rapport à la DeFi et par rapport au DAO. Si on prend les opportunités, bon, elles sont connues globalement, donc je ne vais pas y revenir très longuement, en termes de libéralisation des services, d'open source, donc décentralisation, le fait de potentiellement être moins soumis à la censure, notamment dans beaucoup de pays en voie de développement et à des problématiques de shutdown technologique, donc moins d'autorité centrale de contrôle, accès peut-être facilité aux services d'investissement et de financiers parce que il y a une interaction qui peut être beaucoup plus rapide avec moins d'intermédiaires, le fait peut-être d'avoir des solutions et des limitations de coûts à la fois en termes de coûts de transaction, de coûts d'arbitrage et de résolution des conflits, peut-être une prévention des activités illégales, mais c'est plus prospectif à terme sur l'évolution de la technologie, un time to market réduit, donc peut-être une solution cross-border naturellement, permissionless, donc avec plus d'open source, donc moins de fees à payer à des acteurs qui créent leur propre technologie et qui veulent l'imposer. Donc peut-être des limitations de coûts. Et puis le dernier intérêt qui est assez substantiel, c'est la possibilité de manager directement ses actifs, donc d'avoir un contrôle et donc un custody qui est propre de ces actifs, donc de potentiellement se passer ou en tout cas d'avoir un rôle différencié des intermédiaires pour diriger ces actifs et d'avoir des nouveaux types de services, à la fois de pouvoir directement avoir ces actifs en escroc et de pouvoir avoir une certaine rentabilité. Enfin, il y a tout un certain nombre de services qui peuvent être dus à l'utilisation de la DeFi. Donc, sur les risques, ils sont assez importants. Sur les risques de marché, ben là, c'est des risques qui sont pas que sur la DeFi, mais sur la volatilité assez forte sur les marchés de cryptoactifs, donc avec des risques de perte de valeur qui sont assez importants, soit pour des risques d'arbitrage entre différents types de plateformes, de manipulation de marché ou d'informations privilégiées, qui peuvent avoir des problématiques sur la découverte du prix. Et donc, il peut y avoir des enjeux à la fois pour les entreprises qui sont de plus en plus incitées à utiliser la techno sur la gestion de trésorerie, mais aussi pour des individuels qui veulent peut-être avoir des compléments de revenus et faire du trading. Et aujourd'hui, avec les hausses de valeur de cryptoactifs, qui sont incités à investir et qui peuvent là connaître vraiment des risques assez substantiels et sur lesquels ils doivent être pleinement informés. Donc, il y a des règles de mitigation du risque. Il peut y avoir pour les investisseurs notamment de diversifier leurs investissements, peut-être d'utiliser des intermédiaires là où ils sont vraiment essentiels pour essayer de minimiser quand même le risque de se retourner face à personne et peut-être d'utiliser certains produits plus standardisés, plus connus, sur lesquels une réglementation a plus été assise dans le temps que sur des instruments plus neufs. Et puis là aussi, peut-être pour l'investisseur plutôt, enfin pour celui par exemple qui va prêter de l'argent sur un nouveau type de loan, la mitigation du risque est peut-être par la surcollatéralisation qui mitigue son risque de perte par rapport à l'opération.
Là, on le voit, je l'ai mis juste à titre de référence, mais un petit peu les fortes valeurs qu'il peut y avoir dans des paires de devises et qui montrent que ce marché aujourd'hui est encore embryonnaire et que voilà, les investisseurs doivent être pleinement informés des risques auxquels ils s'exposent. Sur les risques opérationnels et légaux, là, c'est là où les risques sont peut-être le plus importants. D'une part, il y a les risques par rapport à l'utilisation de nouvelles technologies, qui peut être soit des actifs anonymisés, l'absence de tierces parties, le flou léger réglementaire sur l'utilisation de DLT, des risques qu'ils peuvent avoir par rapport au mode de gouvernance et aux risques liés directement au protocole lui-même. Les incertitudes réglementaires, elles peuvent être nombreuses. Un risque de requalification à la fois des services et des cryptoactifs eux-mêmes, pas de définition légale ni des DAO ni de la DeFi. Des problématiques aussi, on l'a vu, LCBFT, donc de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme, qui posent un certain nombre de problématiques à la fois pour les prestataires de services et pour les clients finaux. Des problématiques de différence de visibilité ou d'interprétation entre des termes légaux et les termes d'informatique. Et puis ensuite, après, des problématiques de problèmes de responsabilité, comme on a vu, à la fois contractuelles et puis aussi délictuelles. Il y a une problématique qui est plus pour les acteurs de marché, qui est comment prendre en compte les problématiques environnementales, ce qui est de plus en plus le cas aujourd'hui, un débat qui peut se faire par rapport à l'énergie dépensée par rapport à ces nouveaux services, et donc avec un switch progressif vers des modes de validation plus adaptés à ces enjeux, et puis des risques de cybersécurité nombreux, à la fois de perte de clés privées, des potentielles attaques à 51%, des bugs ou des erreurs technologiques liées au smart contract ou autres, et là peut-être des mitigations du risque qui sont permises aujourd'hui peut-être en droit positif. Concernant ce qu'on a vu tout à l'heure, le droit français, il y a deux règles qui sont donc imposées aux acteurs qui utilisent, notamment les émetteurs ou leurs agents qui émettent des jetons. C'est l'identification des détenteurs des cryptoactifs qui doit être permise directement ou indirectement, donc par pseudonyme sur la DLT, et puis la mise en place d'un plan de continuité qui permet d'avoir un backup et qui permet, c'est plus facile peut-être pour des cryptoactifs de second layer, mais qui permet éventuellement, lorsqu'il y a un problème lié à un acteur ou autre, de pouvoir brûler entre guillemets ce cryptoactif et donner avec les mêmes droits et les mêmes conditions au même acteur sans que ces droits aient finalement été endommagés autre que juste techniquement. Et donc, voilà, il y a aussi d'autres problématiques opérationnelles ou réglementaires de mitigation des risques qui existent, à la fois de contrôle des KYC, de contrôle d'onboarding et de monitoring des clients qui peut être fait par les intermédiaires et qui donne une légitimité potentiellement pour certains intermédiaires qui sauront s'adapter à cette technologie pour trouver une nouvelle légitimité vis-à-vis de leurs clients, qu'ils soient retail ou instit. La possibilité d'avoir un modèle opérationnel ou des solutions soit via par Oracle, soit par du whitelisting des différents clients pour pouvoir un petit peu minimiser le risque qu'il pourrait y avoir que les acteurs flagués dans des pays pas très friendly niveau KYC AML puissent détenir des cryptoactifs, et puis différents moyens technologiques d'audit. Là, peut-être que je vais passer très brièvement parce que c'est différentes questions qui peuvent se poser donc par rapport à ces projets, à la fois sur le volet primaire et secondaire, par rapport à l'adaptation aux règles réglementaires LCBFT, donc les embargos, les sanctions, les règles anti-blanchiment qui peuvent se poser par l'utilisation à la fois de cryptoactifs, mais aussi de la DeFi. Et puis, au-delà du modèle opérationnel qui peut être choisi par les acteurs de marché, pour l'utilisateur final, de savoir quels sont les prestataires de services qui vont survivre à la désintermédiation de la blockchain et qui vont trouver une légitimité pour interagir dans les marchés de demain. Donc voilà, au niveau les dernières choses que je voulais apporter, c'était sur le risque de contrepartie qui pouvait notamment être augmenté dans le cas des stablecoins du fait de l'émetteur et de l'absence relative des prestataires de services professionnels à l'heure d'aujourd'hui pour ces nouveaux services. Et puis le risque de liquidité qui est assez important du fait quelquefois des volumes de trading qui sont parfois assez faibles sur les plateformes de négociation des cryptoactifs, qu'ils soient DeFi ou autres, l'absence de réglementation partielle, mais qui est en train d'être réglée petit à petit à l'échelon national comme européen. Et puis, voilà, des problématiques peut-être légales aussi locales dans d'autres pays pour des projets cross-border. Et puis enfin, le manque d'éligibilité aujourd'hui de quasiment tous les cryptoactifs au classement HQLA, donc hautement liquide sur les marchés.
Merci beaucoup, Stéphane. Merci pour ton accélération sur les dernières minutes. Euh, y a-t-il des questions? Moi, j'ai des remarques, peut-être. Oui. Alors, en fait, justement, j'ai envie de revenir un petit peu avec ce que j'avais mis moi dans mon introduction. C'est vrai que je suis assez surpris que vous repreniez déjà le terme DeFi, puisque c'est un terme qui a émergé des acteurs eux-mêmes et qui est chargé normativement, hein. Ils revendiquent d'être décentralisés. Peut-être que c'est à nous de regarder précisément si c'est le cas ou pas. Et là, moi, d'un coup, j'ai envie de dire, bah, pas vraiment, en fait. Derrière la DeFi, aujourd'hui, se cache une très grande majorité de protocoles qui sont plutôt centralisés. Et on a un exemple qui est profondément décentralisé, c'est Uniswap. Mais alors, attendons, prenons l'exemple d'Uniswap qui est décentralisé. Il y a pas de kill switch ou d'adresse qui a possession du contrat, mais il n'empêche que si on se sert d'Uniswap pour trader des tokens qui sont émis par un émetteur central, je pense à Tether ou à USDC, c'est des personnes qui ont, par le smart contract de leur token, le pouvoir de geler des avoirs. Donc, de fait, c'est pas parce qu'on utilise Uniswap qu'on peut pas se retrouver avec des avoirs gelés aussi, puisque là, encore une fois, dans le contrat est bien stipulé qui peut faire quoi. Et donc, j'en reviens aussi pareil, vous parlez de tokenisation et vous parlez en particulier des security tokens, tout en parlant de décentralisation, et je suis assez surpris, parce qu'on est vraiment face là à un émetteur central, à exactement la même logique contractuelle qu'il y a derrière les titres financiers, avec une émission centralisée sur un marché primaire et après des marchés secondaires qui s'ouvrent. Donc là, pour moi, c'est des termes qui doivent être redéfinis particulièrement par le régulateur. Hein. J'ai de la chance, j'en suis pas, mais faut se méfier, quoi, parce que derrière eux, les acteurs qui forgent leurs termes forment des termes, encore une fois, pour faire de la promotion aussi de leur proposition, mais il ne faut pas les croire sur parole. Quand vous représentez par un diagramme l'échange entre A et B via un décentralisé exchange, vous faites comme s'il n'y avait pas d'intermédiaire, et c'est faux pour moi. Il y a un intermédiaire, le smart contract, et si on n'est pas sur un smart contract de type Uniswap, en fait, ici, on a bien des gens qui disposent de clés et qui pourraient éventuellement geler des choses. Donc, en fait, eux, peut-être, là, directement en termes de régulation, ils ont un pouvoir particulier, mais avec un pouvoir particulier vient des responsabilités particulières et ils seront potentiellement régulables. C'est peut-être aussi ce qui pousse une partie de ces acteurs de plus en plus, parce qu'ils voient qu'il y a une incertitude juridique et que les régulateurs sont en train de s'intéresser à eux, à de plus en plus être dans un processus de décentralisation. On passe de plus en plus à des adresses multisignatures avec des distributions via liquidity mining de tokens de gouvernance. Voilà, c'était vraiment pour préciser. DLT, pareil, je pense que c'est pas forcément la meilleure des catégories de pensée, surtout si je me place dans une position de régulateur, parce qu'on l'a vu avec Monsieur de Vauplan, si on sort des DLT publics, on est sur des DLT de consortium ou privés, et de fait, on est face à un acteur central qui, au sein des codes protocolaires, a un rôle et un statut particulier. Donc, il est clair ici que ces personnes, si elles émettent un token, elles doivent le faire suivant les règles que n'importe quelle entreprise aurait à suivre si elle devait émettre son titre financier sur une plateforme normale. Donc voilà, pour moi, il y a des petits problèmes d'utilisation de catégories d'entendement ou conceptuelles parce que on perd l'idée que justement, en fait, il y a de la décentralisation partout. C'est comme s'il n'y avait plus d'intermédiaires. Et au fond, j'ai l'impression qu'en fait, il y en a encore beaucoup et que un token, à moins que ce soit un token natif, la plupart des tokenisations aujourd'hui, que ce soit bien immobilier ou actifs existants, c'est des actifs centraux. Et donc là, on a un pouvoir de réguler les acteurs qui les émettent. Et voilà quoi. Oui, ensuite, bah, je suis d'accord et si vous avez des meilleurs termes à proposer, vous êtes les bienvenus pour les proposer. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, ne serait-ce que le terme de smart contract, ça ne veut rien dire. Pourtant, c'est un terme qui est très utilisé et c'est un terme qui est compris du marché. Ensuite, lorsque je vais faire un document, je vais parler de programme automatique. Programme informatique automatisé, comme l'a fait l'AMF, qui vraiment est un terme réglementairement qui assoit, alors peut-être pas un statut, parce que pour l'instant, il n'y a qu'une référence dans le règlement général de l'AMF, mais qui commence petit à petit à devenir un nouveau moyen de potentiellement d'inscription de droits, ou en tout cas qui permet la transmission d'un certain nombre de transmissions de droits qui seraient inscrites
sur un DEP de la même façon qu'il pourrait être inscrit sur un compte titre. Et donc c'est vrai que la DeFi, c'est certainement pas le terme qui va être retenu demain par la réglementation. Maintenant, je pense qu'il est très intéressant dans la mesure où en fait il met en face une vraie réalité, c'est qu'aujourd'hui, et c'est la façon dont vraiment s'est construite la réglementation post-crise de 2007-2008, il y a eu vraiment une volonté d'avoir un certain nombre d'infrastructures de marché, notamment pour les instruments financiers. Aujourd'hui, le débat quand même se pose pas mal pour les instruments financiers aussi tokenisés. Et en fait, il y a eu une volonté d'avoir ces infrastructures de marché qui sont là pour vraiment avoir une vraie sécurité pour l'investisseur dans la façon dont se passe à la fois le règlement et la livraison de ces instruments. Et on voit qu'aujourd'hui, de par le fait que ça ne fonctionne pas de la même manière par les comptes titres et par la même manière de retracer les flux qui visent au transfert de propriété, de fait, il n'y aura pas la même distribution de responsabilité. Ça ne veut pas dire forcément que ces acteurs centralisés vont disparaître, mais ça veut dire que ce mode centralisé aujourd'hui, soit il va se faire par un acteur encore plus centralisé. Par exemple, c'est ce que propose un petit peu le projet de règlement régime pilote, qui propose pour des acteurs qui font donc ce service de plateforme de négociation d'instruments financiers tokenisés, la possibilité à la fois de jouer un rôle sur le marché primaire des instruments, c'est-à-dire d'être ceux qui l'inscrivent sur la blockchain, de faire en même temps du safekeeping, de faire la négociation au marché secondaire et d'assurer peut-être même les services d'un CSD, d'un dépositaire central de titres. Et donc avec une recentralisation qui serait peut-être même encore plus forte que ne sont déjà centralisés les marchés aujourd'hui. Par contre, il y aura d'autres possibilités, et c'est ce qu'on voit un tout petit peu aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on voit un peu la No Action Letter très intéressante de la SEC sur les security tokens récemment, ils se sont dit, voilà, il y a une demande de peut-être se passer de cet acteur qui est des TCC ou de certains intermédiaires actuels, et peut-être qu'en fait, il va y avoir une certaine décentralisation, c'est-à-dire une certaine distribution de la responsabilité différente qui va passer peut-être, souvent il va y avoir plus d'interlocuteurs, peut-être d'autres moments moins, et en tout cas là dans leur No Action Letter, ils ont dit peut-être que si vous passez par une plateforme de négociation, là-bas c'est pas les MTF mais c'est les ATS, et que vous avez un accord entre cet ACS et ce custodian, vous pouvez jouer un rôle qui contractuellement peut être reconnu comme légitime pour assurer le règlement livraison. Et donc on voit, et je vais pas discloser certains projets clients que je vois en ce moment, mais c'est vrai qu'on voit un certain nombre de modèles opérationnels qui sont adaptés à hybrider peut-être des premières pratiques qui étaient des acteurs technologiques qui n'avaient pas forcément une habitude de fonctionnement de marché et des fonctionnements plus traditionnels de fonctionnement de marché pour arriver à un peu hybrider les demandes de ces différents acteurs. Et le plus souvent, je pense qu'il va y avoir une possibilité d'avoir une certaine décentralisation des services qui seront rendus différemment aux clients. Et pour moi, c'est en cela qu'il y a, dans le mot DeFi, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que ça ne dit pas que c'est la fin des intermédiaires, et la blockchain, ça n'est absolument pas la fin des intermédiaires. Par contre, c'est une évolution de ce rôle de ces intermédiaires. Et je pense que si le marché prend vraiment et s'il devient un marché très structurel, voire systémique, certains acteurs peuvent totalement disparaître. Et on le voit aujourd'hui, certains acteurs refusent catégoriquement d'investir dans la blockchain. Et je pense que c'est une erreur peut-être stratégique qui peut accélérer la disparition de certains acteurs. Par contre, pour certains autres, il y aura une hybridation, et je suis tout à fait d'accord avec vous, que cette hybridation, elle sera progressive et que la possibilité que deux acteurs interagissent directement sans intermédiaire se posera un certain nombre de freins avant tout réglementaires.